Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. Je suis en compagnie de François Calfon. Bonjour François Calfon, membre du bureau national du PS et conseiller régional Île-de-France. Guillaume Clossat est également à mes côtés. Bonjour Guillaume, président Civico Europa et Hugo Partners. Et via Skype avec nous Ludovic Subran. Bonjour Ludovic, chef économiste à Allianz et Euler Hermès. Et on va parler de l'actualité française. Le Premier ministre veut ressouder la France. Jean Castex a obtenu la confiance de l'Assemblée nationale cette semaine après son discours de politique générale. Celui qui se définit comme un gaulliste social fait de l'emploi et des jeunes sa priorité. On l'écoute. La première urgence, parce que ce sont toujours les premiers touchés par la crise, parce qu'ils sont l'avenir, ce sont les jeunes. 700 000 d'entre eux vont bientôt se présenter sur le marché du travail. Aucun d'entre eux ne doit se trouver sans solution. Des mesures très fortes ont d'ores et déjà été annoncées pour soutenir l'apprentissage. Il faut aller plus loin. Jean Castex, donc le tout nouveau Premier ministre, il a évoqué un plan de relance de 100 milliards d'euros avec une priorité, donc on le disait, l'emploi des jeunes, 30 milliards d'euros cette année, 8 milliards d'euros l'année prochaine, mise en place d'un dispositif de réduction du coût du travail à hauteur de 4 000 euros par an destiné aux moins de 25 ans jusqu'à 1,6 SMIC. Ensuite, un retour des emplois aidés, du traitement social du chômage avec donc un gouvernement qui s'apprête à créer 300 000 places de parcours et contrats d'insertion, un objectif de 200 000 places supplémentaires de formation en 2021 et puis une mesure sociale, des repas à 1 euro pour les étudiants boursiers. Ludovic Subran, est-ce que ça va marcher ? Je crois que c'est très important que le gouvernement ait pris en compte le risque d'effet cicatriciel de cette crise sur le chômage des jeunes et sur leur employabilité. Donc moi, je suis très content de ce volet-là de la mesure, notamment parce qu'on s'attend à ce que le chômage monte de 3 points, autour de 12% d'ici la fin de l'année à cause du coronavirus. Maintenant, le retour des emplois aidés, c'est le bon mot, puisque pendant les 3 premières années du quinquennat, les emplois aidés se sont réduits comme peau de chagrin. Et on voit que finalement, la grosse partie des mesures annoncées visent les entreprises, notamment avec la réduction des impôts de production. Et donc, il y a quand même un pari de Pascal sur le fait que les entreprises vont continuer d'embaucher. Donc, la vraie question, c'est on va pouvoir compléter le dispositif avec des mesures pour les jeunes. Moi, je suis pour une défiscalisation et notamment un allègement de charges complet pour les jeunes dans cette période-ci. Mais la vraie question, ça va être est-ce que les entreprises pour lesquelles on fait la majeure partie des efforts transforment les allègements d'impôts dans des créations d'emplois ou au contraire, est-ce qu'elles se refont leurs marges qui sont elles aussi très affectées par le coronavirus ? Ça, c'est la vraie question aujourd'hui. Ça reste un pari. François Calfon, c'est vrai que c'est un peu le retour aux emplois aidés qu'on connaît très bien, c'est le traitement social du chômage. Oui, alors il faut prendre quand même le haut de la pyramide. Est-ce qu'il fallait faire un plan de relance ? Oui. On parlera du volet européen sans doute tout à l'heure. En réalité, il y aura entre 40 et 50 milliards d'euros côté français, hors financement plan européen. Là-dessus, il y a quand même des choses qui sont un peu inquiétantes, puisque ça a été dit par notre interlocuteur à l'instant. Il faut quand même que les entreprises embauchent. En réalité, chez les TPE, ETI, il aurait quand même fallu faire un effort, notamment d'annulation des dettes du second trimestre, parce qu'elles vont avoir une trésorerie qui sera exsangue. Donc on peut toujours décider qu'on aura des subventions très fortes sur l'emploi des jeunes. Si les entreprises ne sont pas en situation d'embaucher sectoriellement, dans le tourisme, dans la restauration, mais ils resteront un tout petit peu accueillis. Je termine pour ne pas être trop long, puisqu'on attend de moi que je sois l'avocat des emplois aidés, des emplois de Martine Aubry, des emplois jeunes. Je rappelle quand même qu'à l'époque, contre la vulgate libérale qui est dans toutes les oreilles, les sorties d'emploi jeunes, il y a eu des études qui ont été faites par la DARES à l'époque, aller vers l'emploi durable. Donc, il ne faut pas considérer... C'est pas ce que disait Emmanuel Macron pendant un moment. Oui, mais Emmanuel Macron, c'est un libéral. Et un libéral finalement corrigé, puisqu'il s'y met aussi. La deuxième chose... Donc, emploi durable possible, vous dites, après ces emplois aidés. C'est un premier pas vers l'emploi. Et en fait, le vrai sujet des emplois jeunes, quand il y a 700 000 jeunes qui vont s'inscrire à Pôle emploi, parce que c'est quand même ça l'histoire, c'est qu'il y a des sujets de cohésion sociale et générationnelle et de cohésion territoriale. Je peux vous dire, l'état des quartiers, l'état de la conflictualité, l'état de tension, c'est aussi un amortisseur social, c'est pas simplement un amortisseur économique. Guillaume Clossat, alors c'est vrai que cette réduction tout de même des charges au niveau de 1,6 SMIC, ça concernera plutôt les non-diplômés. Les diplômés ne sont pas véritablement encouragés. Il y aura un problème pour tout le monde, pour les non-diplômés et pour les diplômés. Hier, il y a eu un grand débat avec le commissaire aux affaires sociales et à l'emploi
Nicolas Schmitt, auquel je participais, on avait des Commissaire jeunes, européen. le commissaire européen, il y avait des jeunes de toute l'Europe. Et on voyait que aussi bien ceux qui étaient actuellement en fin de stage n'avaient pas et qui étaient super diplômés n'avaient pas de perspective d'emploi, comme ceux qui ne l'étaient pas du tout. Et ceux qui avaient des petits boulots avaient peur de les perdre et étaient dans une logique de préservation de boulots qui ne correspondaient pas à leurs compétences. Et donc le vrai risque, c'est qu'il y ait quand même, d'une manière ou d'une autre, une génération sacrifiée. Il y a un vrai problème sur la reprise de l'économie. Alors, il y a déjà des secteurs qui ne marcheront pas du tout, et on le sait, qui emploient massivement des jeunes. Et puis, il y a un problème de formation, parce qu'on a, en plus, on est un pays qui est quand même sinistré par rapport à l'emploi des jeunes, par rapport à des pays comme l'Allemagne ou nordiques, où l'apprentissage n'a jamais véritablement fonctionné, et où on donne aujourd'hui parfois des formations courtes, mais... Il faudrait mettre le paquet sur l'apprentissage, là. Ce qu'il faut, c'est permettre aux jeunes d'avoir une activité. On discutait avec Nicolas Schmitt de ce qu'avait fait Roosevelt en 1930, et il avait fait un plan pour la relance culturelle. Il avait permis aux jeunes d'être créatifs, d'avoir un emploi artistique, histoire de développer des compétences et d'être utile. Mais donc, il y a des choses... Il faut être créatif, moi, je pense, dans cette période. Je ne suis pas complètement en désaccord. Par contre, je pense qu'on ne peut pas mélanger dans le trimestre qui vient finalement le conjoncturel du structurel. Il faut s'occuper du conjoncturel, ça a été très bien expliqué par Guillaume Clossat. Et sur le structurel, on attendrait de moi que je sois très critique sur le gouvernement actuel. Je pense quand même que sur la formation, quand même, beaucoup de choses s'améliorent. On n'est pas dans la situation dans laquelle nous étions il y a 5-10 ans. L'alternance, elle se développe. Elle s'est développée. C'est vrai. Dans le gouvernement précédent. Et l'apprentissage. Et elle continue elle s'est développée avant cette crise. Y compris pendant cette crise. Voilà. Ludovic, et simplement, l'absorption par le marché du travail, elle est impossible pour des raisons conjoncturelles. Voilà. Ludovic Subran, l'autre volet, c'est la réindustrialisation du pays. Alors là, 40 milliards d'euros consacrés à la reconstruction de l'industrie avec un allègement des impôts de production. Alors ça s'appelle le CVAE, c'est la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. C'est un impôt qui touche l'industrie. Il y aurait une baisse de 10 milliards d'euros en 2021, de 10 milliards d'euros encore en 2022. Alors de quoi s'agit-il, Ludovic Subran? Et ça aussi, est-ce que ça marche? Alors ça, c'est un des marronniers de Bruno Le Maire depuis qu'il est ministre, mais bien avant. C'est-à-dire, l'idée, et il a raison, c'est-à-dire que les impôts de production en France, c'est la fameuse taxe professionnelle qui s'est transformée en CVAE, etc., nous plombent notre compétitivité, notamment industrielle. Et donc, ça faisait un moment qu'on cherchait l'excuse pour baisser ces impôts de production. Et donc, ça, c'est l'excuse parfaite, puisque dans la tête, et ça, c'est assez intéressant à comprendre, dans le logiciel économique de Bercy aujourd'hui, l'idée, c'est que cette crise nous permet de rééquilibrer les comptes avec l'Allemagne. Donc, l'Allemagne qui fait 4 points de relance du consommateur, nous, on ne fait surtout pas ça parce qu'on est déjà beaucoup trop dans la relance structurelle, même si c'est un oxymore. Et donc, nous, on doit profiter de ce moment pour rendre notre industrie la plus jolie, la plus belle, la plus compétitive. Moi, je dis super, à part que, qu'est-ce qu'on fait pour les consommateurs? Parce qu'il y a quand même énormément d'épargne. Le taux d'épargne des Français est au-dessus de 20% aujourd'hui. Et de deux, moi, je suis d'accord sur le fait qu'on doit aider notre industrie, à part que c'est une crise des services. Et donc, c'est un peu problématique de dire on va faire des efforts sur l'industrie, quand en fait, le vrai sujet, c'est les services cette fois-ci. François Calfon. Non, mais sur ce sujet-là... c'est vrai que c'est d'abord les services, je ne vais pas reprendre ce qui a été dit, mais je pense qu'il y a d'autres leviers que l'ensemble des cadeaux fiscaux qu'on peut faire, même s'il y a peut-être un problème de coût de la production en France. J'en donne 2 exemples très précis. Le premier levier, on nous a dit... Il y a une baisse du coût du travail en France depuis Oui, mais ça, depuis c'est François Hollande. je veux dire, on est à l'os de ce point de vue-là. Il faut arrêter de dire... J'ai entendu tous ceux qui nous disaient qu'il fallait travailler plus alors qu'on a administrativement arrêté les gens de travailler. Je prends des exemples précis et sectoriels. La pharmacie, ce n'est pas en baissant les impôts de production qu'elle va revenir en France. La pharmacie vit subventionnée par une intraveineuse qui s'appelle la sécurité sociale, c'est-à-dire nos cotisations sociales, à hauteur de 80%. Le médicament, à 80%, est payé par la sécurité sociale. Eh bien, je peux vous dire qu'on serait aux États-Unis ou en Chine ou dans n'importe quel pays où le mot souveraineté n'est pas un gros mot, on convoquerait Big Pharma et on leur dirait, si vous ne voulez pas que le prix des médicaments baisse, vous remettez des usines en France. Deuxième exemple sectoriel. Donc ça veut dire qu'il faut une autre stratégie pour qu'ils relocalisent. Je ne suis pas contre la compétitivité française, ça a été expliqué, mais je suis aussi pour les deals qui fonctionnent. Deuxième deal qui devrait fonctionner, qui ne fonctionne pas. On a entendu le président Macron nous expliquer qu'il faudrait de la souveraineté
européenne ou française sur la 5G, le dossier est devant nous. Que fait la Grande-Bretagne ? Ils interdisent Huawei de faire de la 5G chez eux, d'être l'opérateur de la 5G. Donc, ils privilégient l'industrie européenne. Que fait la France ? Ils laissent Nokia, ex-Alcatel-Lucent, fermer des centres de recherche et développement en France qui sont dédiés à la 5G. Donc, alors que là encore, la commande publique, la commande des opérateurs est quand même un puissant levier qu'on n'active pas par logique libérale où il faut toujours moins de coûts du travail, moins de coûts de production. Il y a un problème de cohérence, mais jamais de contrepartie par pur dogmatisme. Il reste une minute, peut-être un mot sur le commissariat général au plan, Guillaume Clossat. Si on veut activer la commande publique, il faut savoir pourquoi la faire. Moi, il y a quelque chose qu'a dit Pascal Thibault qui est très juste. L'un des grands enjeux pour la souveraineté sanitaire, c'est la filière de la microscopie. Le microscope numérique de demain, c'est l'équivalent du téléphone portable. Ben là, si on avait un plan d'investissement pour avoir les microscopes du futur connectés et trucs, ça permettrait d'améliorer la qualité sanitaire. Alors, il parle de plan d'investissement sur les technologies d'avenir, la filière hydrogène. Oui, mais il faudrait savoir aujourd'hui ce qu'on veut faire. Les Chinois, ils ont déjà un plan pour savoir où investir. Guillaume Clossat, la 5G, c'est un objectif identifié. On pourrait au moins faire en sorte que l'opérateur européen, à défaut d'être français, reste sur notre territoire pour produire. C'est tout à fait incroyable qu'on les laisse filer et que dans le même temps, une ode à la relocalisation qui est désincarnée. C'est un dossier en soi, on n'a plus le temps. On a plus le temps ensemble. Oui, bien sûr. Et la batterie et tout le reste qui fonctionne pas. Toutes ces filières qu'il voudrait d'ailleurs remettre sur la table tout de même. Et Merci à tous les trois. On l'a vu pendant la crise. On se retrouve juste après le journal. Restez avec nous.